Bonjour, aujourd'hui je vais présenter une gare cachée qui a la particularité d'être gérée sur le mode un train chasse l'autre. C'est-à-dire que le train qui rentre ne ressort pas immédiatement, mais c'est un autre train qui était en attente qui va sortir. Son fonctionnement réunit les différents montages qui ont été présentés dans les 4 vidéos précédentes. Le réseau est en forme de C sur lequel se trouve une double voie avec une voie dans chaque sens qui se boucle dans chaque branche du C. Les deux voies sont indépendantes et il y avait juste une interconnexion au niveau de la gare, si bien que les trains circulaient et se présentaient en gare toujours dans le même sens. La gare de Levroux est située sur la ligne Paris-Toulouse. Elle n'existe bien évidemment pas dans la réalité, même s'il y a bien eu une petite gare à Levroux au début du XXe siècle, avec une ligne ouverte par les tramways de l'Indre en 1902 et fermée en 1935. Au niveau de la gare, on a les voies 1 et 2 les plus proches du bord du plateau qui partent vers la gauche, c'est-à-dire vers Paris. Et les voies 3, 4 et 5 qui partent vers la droite, donc vers Toulouse. La voie 6, qui est doublée derrière par une autre voie de manœuvre, va aussi vers la droite, mais elle sert plutôt à la formation des trains. Elle est connectée directement à la gare de triage et à la desserte de la zone industrielle. Un train partant de la voie 1 ou 2 revenait forcément en voie 1 ou 2 et toujours dans le même sens. Et même chose de l'autre côté. Seuls les autorails ou les rames comme les RTG pouvaient passer aisément d'un sens à l'autre par interconnexion entre les voies 2 et 3. Grâce à la gare cachée et aux deux boucles de retournement, un train partant vers la droite en voie 3 reviendra de la gare cachée en voie 2 et orienté vers la gauche. Ici, on a la voie qui va vers la boucle basse et la boucle haute qui passe à l'extérieur des voies. Elle démarre sur la voie extérieure descendante, passe en pont devant le dépôt et revient se rebrancher sur la voie intérieure montante. Elle permet de retourner un train partant vers la gauche en voie 1 ou 2 pour revenir par la droite, s'arrêter en voie 3, 4, 5 ou 6. En plus, le temps de parcours pour revenir à son point de départ en gare a presque été doublé, grâce aux deux boucles. Ici, on voit le départ de la boucle basse qui passe sous la voie de la boucle haute à la manière d'une rampe hélicoïdale. L'espacement est toujours d'au moins 10 cm, ce qui permet le passage de locaux avec les pantographes levés, même s'il n'est pas prévu de caténaire pour le moment. Les aiguillages d'entrée-sortie sont talonnables, si bien qu'ils n'ont pas besoin d'être commandés électriquement. Ils sont toujours orientés dans le sens de l'entrée. La boucle basse est une boucle de retournement classique dont la partie centrale est isolée du reste du réseau par une double coupure sur les deux rails. Le système repose sur un relais fonctionnant en mode bistable qui commande l'arrêt et le redémarrage des trains ainsi que l'inversion de la polarité nécessaire à la sortie. On a une première zone de détection suivie immédiatement par une zone d'arrêt. Une seconde zone de détection et une zone d'arrêt juste avant la sortie complètent le dispositif. Un relais fonctionnant en mode bistable, commandé par les cartes de détection D1 et D2, va gérer le positionnement des trains ainsi que la polarité dans la boucle. Les cartes de détection de D1 et de D2 pouvant être activées en même temps, le relais bistable doit être commandé par impulsion et non par une commande maintenue prise directement sur les relais de sortie des cartes. Au repos, C1 est on, C2 est off, et la polarité dans la boucle est la même que celle du réseau. Le train entrant est d'abord détecté en D1, ce qui met le relais en position B avec C1 off, C2 on et la polarité inversée. Le train va donc s'arrêter dans la zone C1 qui est coupée. Il est alors nécessaire d'amorcer la boucle en remettant manuellement le relais en position A, C1 devient on, C2 off et le train avance jusqu'en C2 où il s'arrête. C'est le seul moment où une commande manuelle sera nécessaire. La polarité redevient normale, permettant à un autre train de rentrer. Lorsque le deuxième train se présente, il est détecté en D1, ce qui met le relais en position B. Le train s'arrête en C1 qui est off, et le premier train arrêté en C2 démarre et sort de la boucle. Le relais reste en position B de sortie tant que la carte D2 détecte quelque chose. Quand tout le train est sorti et qu'il n'y a plus de détection en D2, le relais repasse en position A.
C1 devient on et le train qui était stationné démarre et va jusqu'en C2 qui est off et s'y arrête. On revient en position d'attente avec C1 on, C2 off et la polarité normale et un nouveau train peut se présenter, ce qui fera démarrer le train en C2 et ainsi de suite. Au départ, j'avais prévu une deuxième voie parallèle pour avoir un fonctionnement avec 4 trains. Il suffit d'un aiguillage lui aussi commandé par un relais bistable qui alterne le passage d'une voie à l'autre, mais j'y ai renoncé faute de place car cela conduisait à un rayon de courbure trop serré sur la voie intérieure. Un système similaire avait été présenté dans le numéro 786 de Loco Revue sous le titre Une coulisse automatisée avec une vidéo que j'ai mise en lien dans la description. Ce système, plus complet que le mien, fonctionnait avec des relais bistables et est relativement complexe, avec quand même un risque de collision en cas de détachement de wagons dans la boucle. Ici, avec une détection par consommation de courant, il n'y a pas de problème si les voitures sont éclairées ou s'il y a un feu de fin de convoi. L'incident s'est d'ailleurs produit pendant les essais, sans autre conséquence qu'un blocage du système. La boucle haute est plus simple. C'est une simple boucle de retournement gérée par une carte comme celle qui avait été présentée dans une vidéo précédente. Elle démarre sur la voie extérieure descendante par un aiguillage manœuvré électriquement à la demande. Elle se poursuit à l'extérieur du réseau, passe en pont au-dessus des voies de la gare et du dépôt et se rebranche sur la voie intérieure montante. Elle est isolée du reste du réseau par une coupure des deux rails à chaque extrémité. Une autre coupure sur un seul rail délimite deux zones de détection, D4 et D5. La zone D4 sert à bloquer le canton situé sur la voie extérieure en amont de la boucle pour arrêter un train qui arriverait juste derrière. Elle sert aussi de zone d'arrêt avec le système ABC de Lenz pour empêcher le train de sortir si le canton situé juste après l'aiguillage de sortie est occupé. La carte de détection en D5 sert à inverser la polarité pour sortir de la boucle. Elle a aussi pour rôle de refermer l'aiguillage d'entrée lorsque tout le train est sorti. Elle utilise donc aussi une commande à impulsion qui est envoyée lorsque son relais repasse en position de repos. Là encore, une commande maintenue ne serait pas possible puisque c'est la position de repos qui doit envoyer la commande. La carte qui gère tout ça regroupe les différents modules qu'on a vus dans les 4 vidéos précédentes. Rien de bien complexe si vous avez suivi cette série. On va maintenant voir le fonctionnement en images. La carte électronique est protégée par un plexiglas translucide qui permet de voir l'allumage des différentes LED qui visualisent le fonctionnement. Un petit boîtier comporte 3 commandes. Une commande permet de couper le courant dans toute la boucle pour pouvoir laisser 2 trains en stationnement. Elle met aussi un feu rouge à l'entrée de la voie de descente. Une commande qui force la zone C1 à on. Le train ne s'arrête pas en C1. La carte D1 met le bistable en position de sortie et le train ressort immédiatement. Et enfin un inverseur qui permet de mettre manuellement le bistable en position A pour amorcer la boucle lors de l'arrivée du premier train ou en position B pour faire ressortir manuellement le dernier train arrêté en C2 et vider la boucle en fin d'utilisation. Au départ, la boucle est vide. Le premier train prend la voie de descente. Il arrive en D1 où il est détecté, la LED bleue s'allume ainsi que la verte qui indique que le relais passe en position de travail, ce qui envoie une impulsion qui met le bistable en position B, matérialisée par l'allumage de la LED rouge. Mais comme la zone D2 est vide, il ne se passe plus rien. Il faut amorcer manuellement en remettant le bistable en position A. La LED rouge s'éteint, le Capitole démarre et s'avance en zone D2. Les LED de la carte s'allument et le train s'arrête en C2. Seules les LED de la carte D2 restent allumées à cause des voitures éclairées. La boucle est en position d'attente d'un nouveau train. Un deuxième train s'avance vers la voie de descente. Il est emmené par une BB 9201 JOUF de 1962. Arrivé en D1, les LED de la carte de détection s'allument, suivies de la LED rouge du bistable qui vient de passer en position B de sortie.
Le claquement qu'on a entendu est celui de la fermeture des aiguillages entre les voies 2 et 3, opérée par le passage en position B du bistable. Pour emprunter la boucle basse, le train doit partir de la voie 3 de la gare et revient en voie 2. La commande est manuelle, mais pourrait être aussi automatisée, à condition de faire intervenir de l'informatique, ce qui n'est pas d'actualité pour le moment, même si la programmation est mon deuxième passe-temps depuis l'adolescence. Le Capitole arrêté en C2 démarre et sort de la boucle. Les LED de détection D2 s'éteignent, indiquant que tout le train est sorti. On le voit remonter, et la BB 9201 arrêtée en C1 redémarre pour aller s'arrêter en C2. Les LED de D1 s'éteignent, indiquant qu'il n'y a plus rien en D1, et seuls les LED de D2 restent allumés à cause des voitures éclairées. La boucle est en position d'attente d'un nouveau train. Pendant ce temps, le Capitole a fait son tour du réseau et arrive dans la voie descendante, mais au lieu d'aller vers la gare, il va prendre la boucle haute. Il entre dans la boucle haute et les LED de la zone de détection D4 s'allument. Le train passe sur le pont et arrive dans la zone de détection D5 située à la moitié du pont. La carte D5 qui commande l'inversion de polarité s'active et le train peut sortir. En même temps, elle a envoyé l'impulsion qui ferme l'aiguillage d'entrée dont on a entendu le claquement. Le Capitole a fait son tour de circuit et revient vers la boucle basse. Il arrive en D1 et fait partir la BB 9201 qui attendait et qui remonte. La voie étant libérée, il s'avance vers la zone C2 et s'y arrête, et le cycle peut reprendre. La BB 9201 a fait son tour de circuit et se dirige vers la boucle haute au lieu de revenir vers la gare. Là aussi, la commande vers la boucle haute est manuelle, mais pourrait être automatisée. On entend le claquement de l'aiguillage d'entrée qui vient de se refermer. Et le train repart dans l'autre sens et se dirige vers la gare où il va arriver en voie 3. Là, je suis allé mettre le feu de la voie 3 au rouge pour que le train s'arrête. Cette petite grand-mère Jouef de 1962 est formidable avec son moteur saucisson. J'ai d'ailleurs trouvé une 231C et une D4100 Jouef de la même époque, équipées du même moteur saucisson et qui attendent de passer en atelier pour retrouver une deuxième jeunesse. Elles feront aussi l'objet de vidéos. Et pour finir, on fait remonter le Capitole manuellement en mettant le relais en position B avec l'inverseur. Le Capitole remonte et on voit les lettres de la carte des deux s'éteindre. La boucle est vide. Et pour finir, 2 ou 3 séquences, avec ici le Capitole qui descend, la 9201 qui remonte et un autorail ADN vert
qui arrive vers la descente de la gare qu'on voit en haut et à gauche de l'image. Il est tout d'abord arrêté par un feu rouge, car il y a le Capitole qui emprunte la voie descendante de la boucle basse. Mais le feu repasse au vert lorsque le train est complètement rentré, et l'autorail repart vers la gare, où il va passer par le même aiguillage que la 9201 qui remonte. On va le voir s'arrêter juste avant l'aiguillage pour laisser passer la 9201 qui remonte et qui est prioritaire. Il s'arrête un peu trop juste et il faudra reculer la zone d'arrêt, mais la sécurité est quand même bien assurée. La 9201 s'arrête en voie 2 et je bascule l'entrée vers la voie 1 pour libérer l'autorail qui redémarre. Et voici la même séquence vue sous un autre angle. L'autorail s'arrête bien mais un peu trop près de l'aiguillage. Il faudra reculer tout ça, et d'ailleurs il manque un feu. Ici on voit la 9201 passer sur la boucle haute, et un autorail quitter la gare et passer sous le pont. Il va ralentir à l'approche d'un feu mis rouge par la 9201 qui sort de la boucle haute, dans le canton que doit emprunter cet autorail. Il va donc attendre que le canton soit libéré pour redémarrer complètement. On voit aussi que le feu avant le pont est au rouge, car l'autorail va couper l'aiguillage de sortie. Là, il rencontre encore un feu rouge, car la 9201 est juste devant lui. La 9201 arrive en gare en voie 3, suivi un peu plus tard par l'autorail sur la voie 4. Et je ne peux m'empêcher de montrer la BB 9201 en tête du Paris-Limoges qui refait un tour pour la parade. Elle tourne comme une horloge, tout en souplesse, et est devenue une de mes machines favorites.
Un ralenti extrême tout en souplesse, caractéristique du moteur saucisson. Et pour finir, quelques séquences prises juste devant la voie d'accès à la boucle basse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'aura pas été trop longue. Ces deux boucles permettent de donner une toute autre dimension au réseau, et si vous avez suivi les 4 vidéos précédentes sur les montages électroniques, cela vous donnera peut-être des idées pour votre propre réseau. Si c'est le cas, j'aurai atteint mon objectif. A bientôt pour une prochaine vidéo qui portera sur l'amélioration et la digitalisation d'une Jouef 231C de 1962, elle aussi un moteur saucisson. Elle sera la première et certainement l'unique vapeur sur le dépôt de la gare de Levroux.